Le 8 août 2021, une femme va téléphoner au département de police de Santa Barbara pour déclarer la disparition de son mari ainsi que ses deux enfants âgés de 3 ans et de 10 mois. Elle n'a plus de nouvelles depuis 24 heures, elle s'inquiète énormément. La police pense à une disparition assez banale et que là, ils vont tous revenir comme d'habitude quelques temps après. Mais ce que va déceler cette histoire est très très loin de ce qu'ils avaient imaginé à la base et va déceler l'horreur absolue. Mais avant toute chose, je voulais encore une fois vous remercier comme d'habitude à chaque début de vidéo, je le fais puisque c'est très important, je n'oublie pas que c'est grâce à vous que aujourd'hui je continue, je poursuis mes vidéos, c'est grâce à vos commentaires, tous constructifs et tous super gentils et trop mignons. Merci de prendre le temps de commenter mes vidéos et de parler de l'histoire que je vous raconte sous chacune des vidéos. Les commentaires sont vraiment chouettes et ça me montre qu'en plus que vous regardez la vidéo et ça c'est cool, bon, à part quelques-uns qui commentent toujours et ça c'est dans tous les réseaux et ce sera toujours comme ça, qui commentent avant même d'avoir terminé la vidéo. Donc ça je le dis, mais quand vous avez envie de commenter quelque chose, pensez à regarder l'entièreté de la vidéo avant de commenter parce que parfois vous avez l'air bête en fait en commentaire puisque je me suis fait crier dessus à 2 reprises sur 2 vidéos en me disant que j'avais pas dit ça, dire que je l'avais dit juste à la fin de la vidéo, voilà, c'est tout. Donc faites attention quand c'est comme ça, regardez bien l'entièreté de la vidéo avant de poster un commentaire, ce sera un peu moins bête quoi. Sinon mis à part ça, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important, ça me soutient forcément, ça me donne encore plus envie de continuer quand je vois que ça vous plaît, de commenter, de liker la vidéo, d'interagir avec elle, c'est toujours agréable. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique en ligne, c'est des créations que je fais main depuis 3 ans, j'ai une boutique en ligne, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je vous mets quelques images à chaque fois ici, mais voilà, ça me soutient énormément puisque le fait de pouvoir vivre de ma passion et de ma boutique me permet de dégager du temps pour pouvoir continuer à faire des vidéos, que si ma boutique ne marchait plus par le pur des hasards, je ne pourrais plus forcément prendre ce temps-là. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, c'est toujours cool et ça vous permet de faire un cadeau original. Donc bon, petit aparté terminé, on va pouvoir se lancer dans l'histoire. Donc je vous conseille de vous installer confortablement, ce ne sera pas une histoire très longue. Je dis ça à chaque fois, je le sais, mais bon écoutez, moi d'après mes notes, c'est pas très long parce que j'ai pas 40 milliards de détails. Mais c'est une histoire qui est hyper intéressante, qui soulève pas mal de points, donc j'avais envie de vous la partager, donc installez-vous confortablement, prenez quelque chose à grignoter qui soit assez rapide, et c'est parti pour l'histoire du jour. Donc avant de se plonger dans la disparition du mari de la personne qui a appelé la police au tout début de la vidéo que je vous expliquais, ainsi que ses enfants, on va se plonger vite fait dans la famille, qui est cette famille, voilà, le peu d'informations qu'on a sur elle. C'est important de savoir qui ils sont et voilà le point de départ de toute cette histoire. Donc comme je vous disais, on a très peu d'informations sur cette famille. On a un peu plus d'informations sur le mari puisque ça va être, on va dire, l'acteur principal de cette vidéo, mais sur sa femme on a très peu d'informations et par la suite de toute façon elle aura changé d'état et on n'entendra quasiment plus parler, donc voilà, on a très peu d'informations. Donc on va se plonger dans la famille Coleman, donc la famille qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on aura la mère de famille Abby Coleman qui elle aura téléphoné à la police parce qu'elle n'aura plus de nouvelles de son mari ainsi que ses 2 enfants. Et son mari se nomme Matthew Taylor Coleman. Et Matthew, il est né et a été élevé à Santa Barbara, donc toujours dans la même ville. Il a appris la pêche sous-marine et il a navigué lorsqu'il était enfant. Donc il a toujours été un peu attiré par tout ce qui était océan, la pêche, etc. En fait, la plupart des informations qu'on va avoir sur lui, ça va être dans le site internet en fait de son école de surf. Puisqu'il va, je vous expliquerai après, il est propriétaire d'une école de surf et dans son descriptif on va avoir pas mal d'informations mais ça reste assez limité, donc voilà, je vous parcours vite fait enfin je vous raconte son parcours très rapidement et histoire de savoir un peu qui il est. Rapidement, pour Matthew, le surf c'est devenu une passion. Il a participé à l'équipe de surf de l'université de Point Loma Nazarene lorsqu'il était étudiant et ensuite il a déménagé en Espagne et à partir de là il va faire une rampe de lancement pour une mission surf dans plus de 20 pays à travers le monde. Donc vraiment il va beaucoup voyager, il va rester autour de cette passion bien qu'il a eu un baccalauréat informatique, donc rien à voir, mais il va vraiment être passionné par ça. Quand il est revenu à Santa Barbara 2 ans plus tard, donc après avoir fait cette tournée des 20 pays,
Il va passer la décennie suivante à enseigner au lycée, donc il va entraîner une équipe de surf et travailler dans une organisation à but non lucratif qui utilisait le surf pour encadrer les enfants, pour pouvoir vraiment, voilà, il donnait du temps, il était dans le lucratif, il était dans les associations. Voilà, d'un point de vue extérieur, c'était un homme quand même qui donnait son temps et c'était vachement, du coup on s'imagine quelqu'un de plutôt bien, logiquement. En 2017, il va épouser sa femme, donc Abby Coleman, et ils vont fonder tous les deux du coup l'école de surf, donc la fameuse école de surf qui sont propriétaires à l'heure actuelle. Et l'année suivante, ils auront leur premier enfant, un petit garçon du nom de Kaleo. En septembre 2020, une petite fille, Roxy, va pointer le bout de son nez. Sur les réseaux sociaux, Matthew Coleman va montrer son bonheur à tout le monde, avec sa femme, ses enfants. Sur les réseaux, voilà, c'est un père d'âge moyen en vacances qui surfe avec sa famille et ses amis. Il y a une vidéo qui a été publiée le 16 juillet qu'il montre en train d'attraper une vague et de sauter sur sa planche de surf avant de tirer son fils alors qu'il naviguait sur le rivage, et la légende des petits pas. Donc vraiment, on voyait le bonheur, une famille qui se construit, qui vit de leur passion, comme beaucoup en rêveraient. En mai, Matthew a posté une photo de lui à côté de sa femme alors qu'ils tenaient leur fils et leur fille, tous sur une plage et au bord de la mer, et en légende, mes trésors. Donc encore une fois, voilà, ça montre un père de famille qui est heureux de sa vie. Et voilà, c'était une vie de famille assez banale, bien que, comme beaucoup pourraient en rêver, avec une femme aimante, 2 enfants, une vie professionnelle qui roule, hein, puisque on parle que les deux vivent de leur passion, ils travaillent ensemble, ils sont propriétaires de leur entreprise. Donc c'est vraiment, voilà, on est sur quelque chose de plutôt chouette. On reviendra sur certains détails après, pour pas vous spoiler un peu dans l'histoire forcément. Donc on va revenir on va repasser dans le temps et on va revenir en août 2021, le dimanche 8 août 2021 plus précisément, où Abby Coleman, donc la femme de Matthew, va téléphoner à la police de Santa Barbara pour les informer que son mari a disparu avec ses 2 enfants et qu'il ne donne absolument plus de signe de vie depuis 24 heures. En fait, son mari, le samedi matin, va prendre les 2 enfants, donc son fils de 3 ans et sa fille de 10 mois, et les charger dans le camping-car Mercedes Sprinter. Et en fait, il va les emmener théoriquement en camping. Il avait expliqué à sa femme que voilà, il voulait les emmener en camping pour se rapprocher un peu et de passer du temps avec ses enfants, puisque il en passait très peu. Et on va comprendre après pourquoi il était un peu éloigné à ce niveau-là. Et du coup, il a convaincu sa femme de voilà, prends du temps pour toi, moi j'emmène les enfants, on va profiter d'un moment ensemble, c'est important. Et sa femme, il n'y a pas de souci, enfin c'est son mari, ses enfants, elle lui faisait totalement confiance, donc elle a laissé partir son mari avec ses enfants en week-end. Et du coup, donc le samedi, le père part avec les enfants dans le camping-car. D'ailleurs, petite anecdote, ils n'avaient pas de siège auto pour la petite de 10 mois. Bon, c'est un peu bizarre quand même, mais apparemment, il aurait mis la petite dans une boîte. Du coup, oui, c'est un peu original de mettre son enfant dans une boîte. Mais il a mis sa petite dans une boîte dans la voiture parce qu'il n'y avait pas de siège enfant. Un peu chelou. Donc depuis le domicile de Santa Barbara en Californie, Matthew il va se rendre vers le sud, selon les enquêteurs, puisqu'après il y a une enquête qui va être déclenchée. Matthew a emmené ses enfants sur quelques 400 km jusqu'à Rosarito, du coup au Mexique. C'est une station balnéaire située sur la côte pacifique du Mexique, juste au sud de la frontière américaine. Donc là, à partir de ce moment-là, quand on va commencer à comprendre que Matthew il est au Mexique, il va y avoir des inquiétudes. Sa femme, elle va commencer à avoir peur parce que elle se dit qu'au Mexique, peut-être qu'il est arrivé quelque chose à son mari ainsi qu'à ses enfants. Et du coup, là, le FBI va être appelé parce que on passe la frontière et parce qu'il y a des risques importants pour des enfants. Donc le FBI va être appelé parce que c'est pas normal que son mari ne donne plus de signe de vie depuis 24 heures. Il ne répond plus aux appels de Abby, il ne répond plus aux SMS et ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Évidemment, durant l'enquête, la police va poser énormément de questions à Abby concernant Matthew, à savoir est-ce qu'il est violent, est-ce qu'il aurait des raisons de kidnapper ses propres enfants, puisque c'est la première théorie qui va être mise sur le tapis. Ça arrive souvent que des couples, ça ne va plus au sein de leur vie familiale, et que l'un des deux s'en aille et prenne les enfants pour éviter que l'autre ait la garde. Donc ça a été la première piste de la police et du FBI. Mais Abby dément complètement, non, il ferait pas de mal aux enfants, et puis de toute façon, tout allait bien entre nous, il n'y avait aucun problème. Donc elle était plutôt partie dans la piste qu'il aurait été arrivé quelque chose, donc sûrement au Mexique, ou alors sur la route, peu importe, mais pour elle, elle avait un très mauvais pressentiment. Le dimanche, donc le soir, donc la police va demander à Abby de localiser, si elle peut, le téléphone de son mari via les applications de géolocalisation qu'on a maintenant, on est en 2021 à ce moment-là. On les a déjà. Et c'est là qu'en fait on va se rendre compte du coup que la position de Matthew
est à Rosarito, donc au Mexique. Donc on avait déjà des pistes, mais là on le sait, on le trace à Rosarito. Et donc là, encore une fois, on lui redemande si elle a des raisons de penser que son mari pourrait être sur une disparition volontaire. Et là, elle lui dira non. Et d'ailleurs, elle dira, je cite, « Nous n'avons pas eu de dispute, rien, je ne sais pas où il est. Il n'a pas pris les sièges auto des enfants, donc il en avait. Ma fille n'a que 10 mois, je suis inquiète, mais Matt ne ferait pas de mal à nos enfants, non, c'est impossible. » Donc là, il y a une enquête qui va être lancée, le FBI, encore une fois, rentre en jeu. Ils vont rechercher, du coup, où est Matthew, où sont les enfants, avec les traces au Mexique. Pour l'instant, ils ne trouvent rien, mais par contre, ils vont réussir à trouver qu'après l'enquête, donc ils ont retrouvé que Matthew et ses 2 enfants se sont enregistrés à l'hôtel City Express à environ une demi-heure au sud de Tijuana. Et lundi, du coup Matthew, on le voit sur les vidéos de surveillance que je vous passe d'ailleurs là, il a quitté l'hôtel vers 3 h du matin avec ses enfants dans la voiture et est revenu au City Express à 6 h 33 du matin, mais sans ses enfants. Et là, il y a un problème. Donc là, il commence à y avoir un souci, la police commence un peu à baliser. Mais là, on voit clairement le père dans les vidéos de caméra surveillance qui part avec ses enfants et il revient sans. Donc là, le FBI est en alerte, il faut absolument retrouver Matthew, puisque là on parle de la sécurité des enfants. Où sont les enfants? Le lendemain, le lundi 9 août 2021, vers 7 h 27 du matin, la police de Basse-Californie va recevoir un appel d'un ouvrier agricole qui aurait trouvé les corps de 2 enfants en couche qui avaient été poignardés. L'ouvrier agricole en fait était avec son chien et c'est son chien qui a repéré la piste. Donc la police débarque rapidement sur place et va constater le décès de 2 enfants, d'un petit garçon et d'une petite fille, âgés tous deux de 3 ans et de 10 mois. La petite fille, elle a été poignardée 12 fois au niveau du thorax et le garçon 17 fois. Donc évidemment, rapidement, on connaît l'identité des 2 enfants. Il s'agit évidemment des 2 enfants de Abby Coleman qui étaient portés disparus avec leur père. En parallèle, justement, Matthew va être arrêté à la frontière près du point d'entrée de San Isidro et il est arrêté par le FBI. Lorsque Matthew va être arrêté et interrogé, puisqu'on aura retrouvé les corps sans vie de ces 2 enfants juste avant de l'arrêter, la police sait du coup, donc ils vont l'interroger tout de suite. Et surtout, ils vont retrouver des traces de sang sur ses plaques d'immatriculation, donc ça ne laisse rien présager de bon. Ils vont l'emmener dans une pièce pour interrogatoire et Matthew va pas du tout nier les faits, bien au contraire. Matthew va déclarer avoir tué ses enfants en leur tirant dessus avec un fusil de pêche sous-marine. Il ajoute également que c'était la seule chose à faire pour sauver le monde. Quand on lit les rapports de police, en fait, le père de famille, donc Matthew, était persuadé que ses enfants possédaient en eux de l'ADN de serpent et qu'ils risquaient de se transformer en monstres s'ils n'agissaient pas maintenant. Le père de famille a été incarcéré sans possibilité de remise en liberté sous caution. Alors, selon les affidavits des mandats de perquisition et d'autres documents judiciaires, Abby, donc l'épouse de Matthew, va déclarer aux enquêteurs que le couple en fait s'était plongé ensemble dans une conspiration tentaculaire de QAnon. Donc ça, on va revenir dessus tout de suite. En fait, pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, c'est là où en fait ce qui est intéressant et qu'on va lever comme question, c'est attention à ce que vous lisez. Attention à ce que vous lisez, attention à ce que vous croyez. Les théories du complot, il y en a énormément sur le net et il y en a énormément pour tout et rien. Et on peut très bien les lire pour se documenter, pour essayer de comprendre un peu ce qui peut se dire dans le monde. Mais il y a des personnes qui sont plus ou moins malléables au niveau de la pensée et qui peuvent se plonger réellement dans ce genre de théorie et voilà où ça peut mener. Matthew et Abby se sont plongés dans des théories, Abby d'un regard beaucoup plus détaché que Matthew. Matthew a commencé à passer des heures et des heures et des heures et des heures à lire ces théories et du coup passer très peu de temps avec sa famille et d'où le fait qu'il ait proposé à Abby de passer un week-end avec ses enfants au camping pour passer du temps avec eux et essayer de lâcher un peu son écran et pouvoir aller passer un peu de temps en famille. Et en fait, Matthew, il a été complètement absorbé par une théorie en particulier, enfin 2 principalement, les théories Illuminati et la théorie QAnon. Alors, pour vous faire un topo rapidement, à l'origine, le QAnon c'était probablement un canular, donc vraiment ça avait rien de sérieux. C'était une mouvance qui se concentre autour des messages publiés sous le pseudonyme de Q à partir d'octobre 2017 sur le forum anonyme 4chan 8, puis sur le forum anonyme 8con. Donc c'était vraiment juste, pas une creepypasta, mais c'était vraiment
typiquement des gens qui lançaient des fausses rumeurs sur les 4chan, etc., mais qui a pris énormément d'ampleur. QAnon est communément considéré comme étant une secte dont les fondements sont complètement fictifs. Donc il n'y avait absolument rien de vrai. Au sein du corpus de désinformation de QAnon, l'une des théories les plus sensationnelles est que les élites, en particulier les vedettes d'Hollywood et les personnalités du Parti démocrate, seraient coupables d'abus sur des enfants, dont elles voleraient le sang pour en extraire une substance qu'elles considéraient comme une cure de jouvence. Là, je pense que vous voyez, c'est des théories qui circulent énormément sur le net, hein. Les réseaux d'abus sur enfants, il y en a énormément. Il y a eu Pizzagate, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez énormément de réseaux comme ça, il y a énormément de rumeurs qui circulent et qui potentiellement, moi je pense qu'il y en a des vrais, il ne faut pas se leurrer. Là, il y a quand même eu l'affaire Epstein qui est sortie, où on a quand même énormément de choses qui sont effrayantes. Et en fait, donc ce mouvement-là cible vraiment, je peux pas dire le mot parce que YouTube n'aimera pas du tout, des abus sur enfants et les personnes, les juvéniles, sur des réseaux très très étendus, mais qui impliqueraient des célébrités ainsi que des partis politiques. Et en plus, les cures de jouvence, donc ça vous avez déjà entendu parler, c'est-à-dire tout simplement des célébrités qui payent pour avoir des enfants et pouvoir récupérer le sang des enfants pour pouvoir s'en mettre un peu partout et ou le boire, peu importe, et ça aurait des vertus rajeunissantes. Ça fait penser un peu à l'affaire Báthory, mais là, l'affaire Báthory, j'en ai fait une vidéo où justement les rumeurs disaient que cette femme se baignait dans le sang de servantes jeunes et belles pour pouvoir garder de la beauté. Enfin voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir, la vidéo est super intéressante, puisque moi j'ai mon avis assez tranché sur cette histoire. C'était une femme qui avait été prétendument tueuse en série de plus de 650 personnes. Mais bon, je vous en dis pas plus, je vous spoil pas, allez la voir si elle vous intéresse, elle est vraiment chouette. Mais du coup, voilà, vraiment, voilà, une secte, mais qui part à la base de fondements fictifs. Et en fait, Matthew s'est complètement plongé dedans et a fait des mélanges un peu de théories, puisqu'il en regardait d'autres. Donc avec ça, les Illuminati, certainement aussi, je l'ai pas vu dans tous les articles que j'ai lus, mais quand il parle de sang de serpent, moi ça fait penser aux théories des reptiliens. Je sais pas si vous connaissez, si vous connaissez pas, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur quelques théories comme ça, ça peut être intéressant. Je sais que, enfin moi je les lis, je les parcours, mais voilà, je n'ai pas d'avis tranché sur ça. Un peu quand même. Mais voilà, les théories des reptiliens diraient que voilà, vous avez des personnes qui sont infiltrées dans le gouvernement ou les élites, mais qui seraient pas humains et reptiliens, donc un peu de sang de reptile. Donc quand j'entendais le coup du serpent, je me suis dit, ça se trouve, il est parti dans cette théorie-là. Et en fait, il a tellement été matrixé qu'il a commencé à voir sa propre famille comme des ennemis, en fait, comme des monstres. Et il s'est vu comme dans Matrix Neo, il en a parlé, il disait que lui c'était le Neo dans Matrix et qu'il fallait qu'il fasse ça pour sauver le monde puisque ses enfants avaient du sang de serpent et que potentiellement ils allaient se transformer par la suite en monstres, que sa femme avait également été contaminée par le sang de serpent et que c'était elle pour être punie qui les avait transmis aux enfants. C'est très farfelu, mais que du coup il était obligé de faire ça contre son gré pour pouvoir sauver le monde. Donc il a tué au harpon ses enfants tout simplement. Donc Matthew il a déclaré qu'il pensait qu'il était le seul à pouvoir empêcher de propager une espèce extraterrestre qui provoquerait un carnage sur la Terre. À l'âge de 42 ans, Matthew il va être inculpé de 2 chefs d'accusation pour meurtre de ressortissants américains sur le sol étranger, puisqu'il a tué ses enfants au Mexique et non en Amérique. Il a été détenu dans un établissement médical pénitentiaire fédéral non divulgué en Californie du Sud et a plaidé, attention, non coupable. J'arrive pas à comprendre comment on peut plaider non coupable quand on... Enfin... C'est presque si on... Enfin, c'est du flagrant délit, quoi. Enfin, on sait. Enfin, c'est pas du flagrant délit, mais on sait. Mais bon. Et en fait, donc en octobre dernier, la juge Cathy Ann Bencivengo a statué que Matthew n'était pas compétent pour subir son procès et l'a condamné à un traitement intensif en hôpital psychiatrique. Sa prochaine audience de compétence aura lieu le 8 mars 2022. Pour grossir la chose, Matthew a été déclaré inapte pour pouvoir subir un procès puisqu'il était dément. Mais du coup, donc il a été mis en hôpital psychiatrique. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça. J'ai vraiment du mal. Alors, je veux pas forcément, voilà, chacun son avis sur ça, mais j'ai vraiment du mal avec le fait que parce qu'on considère que mentalement un mec est fou, on doit le mettre en hôpital psychiatrique et non en prison. Après on va me dire oui mais ça les aide etc. Oui enfin bon ils peuvent avoir des aides, enfin je sais pas, moi je trouve que c'est... Il a tué 2 enfants quoi, enfin je sais pas. Les membres de la famille de Matthew Coleman croient toujours pas qu'il soit apte à subir son procès, donc eux veulent pas qu'il subisse un procès. Vous m'étonnez, ils n'ont peut-être pas envie que leur fils ou leur frère peu importe aille en prison.
Ils disent d'ailleurs, je cite, « Je ne pense pas qu'il ait eu besoin, qu'il ait beaucoup d'amélioration, déclare l'ami de la famille, qui parle également régulièrement avec la famille de Matthew. Rien ne semble fonctionner. » Donc toutes les thérapies, tout ça, ça semble pas fonctionner du tout. Donc Matthew a suivi des tests psychologiques intensifs au cours des derniers mois et notamment des entretiens avec plusieurs psychiatres. Son équipe de défense a également ordonné une évaluation psychologique de son client, donc de Matthew. Donc ce que je vous disais au début de la vidéo, après son arrestation, l'arrestation de son mari, donc Matthew, Abby, elle va quitter la Californie et retourner dans son état d'origine au Texas, où elle vit actuellement entourée de sa famille, puisqu'elle a tout perdu d'un coup. J'imagine même pas l'horreur de l'horreur. Elle porte maintenant un autre nom, mais par contre il n'y a pas de trace indiquant qu'elle est divorcée avec Matthew. Donc après, bon, est-ce qu'on peut vraiment le voir? Ça c'est compliqué. J'ai pas réussi à trouver en tout cas. Et elle a jamais parlé publiquement aux médias au niveau de sa réaction des meurtres, de ce qu'a fait son mari sur ses enfants. Elle a jamais voulu passer une interview près des médias. Évidemment, les meurtres ont ébranlé la communauté de Santa Barbara, là où enseignait Matthew Coleman comme instructeur de surf. Il était décrit comme extraverti, amical, passionné par sa foi et adorait sa femme et ses enfants, comme on a pu le voir dans la description au tout début de la vidéo. Donc c'était vraiment quelqu'un qui aimait ses enfants. Donc c'est là qu'on peut se rendre compte à quel point une théorie du complot, ou quelque chose que vous lisez, qui n'a pourtant pas forcément de sens, peut retourner l'esprit de quelqu'un. Et au point de commettre un acte abominable sur des êtres qui lui sont chers. Vous imaginez à quel point ça a été loin. En étant incarcéré, il n'a plus accès à ces théories du complot, forcément. Et il va commencer du coup à s'en éloigner et à voir les choses plus claires. Et il va écrire une lettre qu'il va adresser, je sais même pas à qui, parce que j'ai retrouvé des morceaux de la lettre, où il a expliqué, donc je cite, « Je fais le tri maintenant, il y a beaucoup à déballer et je dois comprendre ce en quoi je crois vraiment. Je n'ai pas accès à toutes les informations désormais, c'est à moi d'utiliser mon cerveau. Et c'est une bonne chose. Il y avait tellement de bruit, de confusion, 2 ans plus tôt, de confusion. Donc là, en fait, c'était vraiment ça. Il était complètement absorbé par tout ce qu'il lisait et il n'avait même plus la capacité de réfléchir par lui-même. 2 ans plus tôt, quand Matthew a été arrêté, il y a un agent du FBI qui va déclarer, je cite, « Matthew Taylor Coleman a eu des visions et des signes qui lui ont révélé que sa femme Abby possédait de l'ADN de serpent et qu'elle l'avait transmise à ses enfants. Il a déclaré qu'il croyait que ses enfants allaient devenir des monstres et qu'il devait donc les tuer. Il sait que les actions sont mauvaises, mais tuer les enfants était le seul moyen de sauver le monde. » Donc à ce jour, Matthew n'a pas été jugé encore. J'ai essayé de voir qu'est-ce qu'il a eu comme sentence. Il n'y en a pas, c'est toujours pas le cas. Donc les derniers articles datent de 2023 et il n'y a pas de nouvelles. Donc il est toujours incarcéré, mais toujours dans les tests psychologiques et compagnie, jusqu'à temps qu'il soit apte à avoir un procès. Je ne sais pas quand ça se fera, je ne sais pas si ça se fera, même s'il va pas être enfermé à vie en hôpital psychiatrique. Donc c'est pas une histoire extrêmement longue, c'est pas une histoire où il y a beaucoup de détails, je suis d'accord, c'est pas une histoire avec beaucoup de graphiques, avec beaucoup de sang ou de trucs extrêmement gore, bien que quand même il est... Imaginez au fusil à harpon des enfants dont une petite de 10 mois. Mais j'ai trouvé qu'elle était très intéressante dans le sens où là on part d'un père de famille qui aime ses enfants, qui a une vie dont tout le monde pourrait rêver d'un point de vue extérieur, en tout cas qui a tout ce qu'il a besoin, une femme aimante, des enfants, des petits-enfants, donc il construit sa famille, une maison, un travail dont il est le patron, dont en plus c'est sa passion depuis des années. Voilà, son cadre de vie fait que il avait tout pour lui. Mais malgré cela, il s'est plongé dans des théories sur Internet, puisque malheureusement, Internet c'est un outil merveilleux pour beaucoup de choses, mais c'est un outil aussi compliqué et tout le monde ne doit pas s'inscrire dedans et tout le monde ne doit pas prendre tout au pied de la lettre. Sur Internet, vous pouvez avoir des informations pas forcément véridiques. Il faut toujours vérifier les choses. Je vous avais déjà parlé de ça, sur le fait que les gens sur les réseaux sociaux par exemple vous montrent qu'une partie d'eux-mêmes et vous n'êtes jamais vraiment sûr des personnes que vous voyez sur les réseaux, et c'est la même chose sur ce que vous lisez. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez changer une page Wikipédia par exemple et mettre de la bêtise dedans, vous pouvez la modifier. Vous pouvez, sur des forums comme 4chan, Reddit et compagnie, vous pouvez avoir des informations qui sont erronées. Faites attention à ce que vous lisez. Gardez toujours en tête que la vérité n'est pas absolue sur Internet. Au même titre que si vous avez mal au crâne et que vous tapez ça sur Internet, vous n'aurez pas forcément une tumeur au cerveau. Sinon, tout ce que vous allez sortir, c'est là.
Voilà, donc je trouvais ça super intéressant de voir à quel point de simples choses lues sur internet peuvent influencer dans la vie de quelqu'un. Au point que la personne aime sa famille mais finit par commettre l'irréparable pour des théories qui, je le rappelle, sortent de 4chan. C'est dingue. Même si le fondement de la théorie QAnon, je pense, il y a du véridique, pas pour forcément tout ce qu'ils disent, mais pour moi les théories du complot qui disent qu'effectivement il y a des réseaux d'abus sur enfants et plus dans le monde des célébrités ou dans le monde politique, oui. On n'est pas dans un monde de bisounours et oui. On connaît, Snuff Movie, le Darknet, etc. Si ça vous intéresse une vidéo sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais ça arrivera pas tout de suite parce qu'il y a énormément de recherches à faire. J'en ai déjà fait moi de base parce que je voulais m'informer et je trouve ça passionnant, dans le mauvais sens, bien évidemment. Je trouve que ça fait extrêmement peur quand on se plonge dans ces genres de choses, c'est extrêmement effrayant de voir ce qui peut se passer sur Terre. Moi aujourd'hui, après avoir lu tout ça, je vous dis, quand je vois des affiches missing, je pense à ça en fait. Je pense à ces histoires-là et je me dis, waouh. Enfin bon, si vous connaissez les films Hostel, croyez-moi que je suis quasi sûre que dans la réalité ça existe. Enfin bref, je parle trop. Dites-moi si cette histoire vous la connaissiez, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez ce genre de format de vidéo aussi, où voilà, c'est pas du graphique, c'est pas des choses où on a énormément de détails, je suis d'accord, mais qui élève un peu la conscience et qui permet de réfléchir sur certaines choses. Je trouve ça hyper intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est pas le cas, bah écoutez, j'en ferai quand même, mais à moins. Parce que moi j'aime bien, je trouve des choses où ça nous fait réfléchir par l'arrière. Sur ce, n'hésitez pas donc à interagir avec la vidéo, me dire ce que vous en avez pensé, à laisser un j'aime sur la vidéo si ça vous a plu, vous abonner à ma chaîne puisque ça me soutient et ça me montre que ça vous plaît. N'hésitez pas à aller faire un tour également sur ma boutique en ligne, ça me fera super plaisir, ça me soutient, ça m'encourage, ça me motive davantage. Et sur ce, bah écoutez, je vous dis à lundi prochain pour une prochaine histoire. Et sur ce, adieu.